du XIIe au XVIe siècle se constitue donc un moment qui est le moment de l'invention médiévale des nations. Et lorsque on est médiéviste de profession, comme c'est mon cas, on se heurte inévitablement à cet usage de l'histoire. Alors, faut-il le retourner comme un gant? Faut-il faire une histoire réversible? Eh bien, je ne crois pas. Je pense que nous ne croyons plus aujourd'hui, ou pas, en tout cas, je ne vais pas parler au nom de tous, mais enfin, moi je ne crois plus que l'histoire puisse fabriquer une nation. Mais je ne crois pas davantage que l'histoire puisse façonner une communauté politique, révolutionnaire ou dissidente, parce que d'une certaine manière, je ne crois pas que l'histoire puisse ou doive aujourd'hui façonner des identités. Ça, c'est difficile. Là, je vous emmène effectivement sur un terrain où vous avez le droit de protester, au nom aussi de votre histoire. Les Français peuvent, le cœur plus léger, renoncer, disons, à un nationalisme dont l'histoire ne les a pas tellement frustrés. Une histoire nationale plus récente est inévitablement plus à vif. Je le comprends. Mais en même temps, si vous me demandez à moi ce que peut l'histoire, je vous dirais, elle ne peut pas construire des identités. Elle ne doit pas vous rassurer sur la continuité. Elle ne devrait pas fermer les sociétés. Et pourtant, il y a quelque chose en elle qui ne demande que ça, faire cela. C'est ce que j'appelle la matrice théologico-politique de l'Europe occidentale. Nous avons la passion de la séparation. Nous désirons les murs. Ce ne sont pas les autres qui construisent des murs. Ici, à Jérusalem, là, entre le Mexique et la Californie. Non. Il y a un désir de mur qui est une idée désagréable, une idée déplaisante, mais qui est structurelle aussi à l'idée européenne. Donc, contrevenir à cette histoire, c'est d'une certaine manière dire qu'une chose. Et c'est cette chose-là sur laquelle je voudrais terminer. C'est que l'histoire s'adresse à des intelligences individuelles. C'est qu'elle est un art de l'émancipation. C'est qu'elle est, ou pourrait être, ou devrait être, un style de pensée qui nous rend plus libres. Mais dire cela, c'est se placer en dissidence d'une longue histoire. C'est accepter de voir que, historiquement, l'histoire est le discours de l'escorte du pouvoir. Qu'on a d'abord fait l'histoire pour proclamer la gloire des rois, puis pour définir l'identité des nations, et ultimement, pour exciter la rancœur ou la haine des nations les unes contre les autres. Donc vous me direz, autant ne pas en faire. Mais les autres en font.
Et le discours politique, vous l'entendez, est un discours qui s'autorise de l'histoire, qui s'autorise du passé, qui croit que dans le passé a été passé un décret qui définit une fois pour toutes ce que nous devons être. On va nous dire, historiquement, c'est bien connu, tel pays n'est pas tel autre. Historiquement, l'islam n'est pas compatible avec la République. Historiquement, la Turquie n'est pas européenne, ou géographiquement. Mais non, je n'en sais rien. C'est pas dit, c'est pas écrit. L'histoire ne dit rien, l'histoire ne décide rien. Lorsque la Turquie frappait aux portes de l'Europe, on demandait aux historiens et aux géographes de décréter si elle était, oui ou non, européenne. Si dans l'histoire de l'Empire byzantin, quelque chose pouvait décider à notre place si oui ou non la Turquie pouvait intégrer la communauté européenne. Et que disaient alors les historiens médiévistes? Ils rappelaient une évidence, que l'Europe n'a pas de frontière à l'Est. Elle a une butée à l'Occident. J'y vis. Je vis au bout, au Finistère de l'Eurasie. Au bout du bout. Après, il n'y a rien. Ou alors, il faut inventer une fiction qu'on appelle l'Occident, qui chevauche l'Atlantique. Là, il y a une butée. Mais de l'autre côté, il y a une direction. Et cette direction, c'est une direction de désir ou d'hostilité. Et on a à en convenir du point de vue politique. Donc à la question, par exemple, vous les historiens, dites-nous si la Turquie est européenne, les historiens devaient répondre, ben vous les citoyens, vous en déciderez. Vous déciderez d'où vous voulez aller, vers où vous allez cheminer ensemble. Donc vous voyez, ultimement, je dirais que ce que peut l'histoire, c'est aussi rappeler qu'elle ne peut pas tout, qu'elle ne veut pas tout, qu'elle n'a pas l'ambition de gouverner nos vies, mais qu'elle veut, au fond, en élargir l'expérience. Et c'est pourquoi j'ai l'impression de ne pas être complètement inconvenant ou simplement distrayant en parlant dès que, effectivement, les temps mauvais s'accumulent dans le monde, et on pourrait en parler. C'est évidemment une tendance générale à essayer de se souvenir de ce que peut l'histoire, c'est-à-dire, une fois de plus, je le répète et je termine tout à fait, se souvenir que, au fond, si on se retourne, eh bien, on verrait que nous avons emprunté une voie, mais que bien d'autres étaient possibles, et que l'éventail des possibles, il nous appartient toujours de le laisser ouvert au maximum et jamais de l'étrécir. Parce que je parlais d'une tenaille entre le passé qui ne passe pas et l'avenir qu'on ne désire pas, mais il est une autre tenaille entre ceux qui veulent nous enraciner ici et ceux qui veulent nous projeter dans un cosmopolitisme hors sol, comme si nous avions
nous n'avions plus le choix entre l'enracinement et le cosmopolitisme. Et l'Europe, une ville européenne, quelle que soit sa taille et sa position, et je le comprends en étant avec vous, c'est un lieu où on peut être ici, sans jamais cesser de rêver d'ailleurs. C'est un lieu qui se libère de cette tenaille, c'est un lieu où du monde et du passé se replient dans un petit espace. Et comme cet espace c'est le nôtre, eh bien on a le droit de vouloir le défendre. Je vous remercie de votre attention.